Bonne journée à tous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble en direct pour commenter l'actualité avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. Hassen Amou, responsable associatif, vous êtes fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise, vous êtes également enseignant. Bonjour. Ça tombe bien parce qu'on va parler des fonctionnaires. Et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolinc. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Grève dans la fonction publique, halte aux fonctionnaires bashing. Vous êtes nombreux hier à avoir réagi. On a évoqué le cas des fonctionnaires. Vous étiez nombreux à nous dire que vous travaillez beaucoup, que vous êtes mal considérés. Donc aujourd'hui, il y a, vous le savez, préavis de grève. Donc on va suivre ça évidemment toute la journée. On va parler des hôpitaux avec cette tribune. Faut-il alors on ne savait pas très bien comment le formuler parce que faut-il continuer à afficher les blessés lors des mouvements sociaux? Évidemment que la réponse est non. Donc c'est un peu idiot. Mais la question se pose plus quand même sur les méthodes et les ordres du gouvernement. Ça nous permettra de parler de Christophe Castaner et puis de l'hommage qui lui a été rendu ce matin par Gérard Collomb. Je ne sais pas si vous avez suivi. On va en reparler dans un instant. Et puis retraités remboursés. Vous lui dites merci à Emmanuel Macron ou c'est juste retour des choses? On y revient dans un tout petit instant. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jackie, on commence par un truc un petit peu plus léger. Oui, c'est pour ça que j'aime bien venir chez vous, Valérie, parce que au-delà de ce qu'on pourrait voir, je suis un ancien athlète de haut niveau. J'aime bien parler de sport chez vous, et donc je voudrais faire un coup de chapeau en volleyball, ma chère Judith. Ah, bien. Et j'ai un coup de chapeau au football anglais. Oui. Pour leur dire, regardez, vous êtes bien dans l'Europe puisque vous êtes en train d'affirmer à la face du monde que votre championnat est un beau championnat. Il y a beaucoup d'argent, après on peut aimer ou pas l'argent. Ils ont vaincu le problème du hooliganisme. C'est un regroupement familial, pardon du terme, hein, c'est un peu provocateur, mais ça vous avez un peu l'habitude. Ouais. Et puis de leur dire, voilà, c'est aussi un pied de nez au Brexiteur, de leur dire, ne quittez pas l'Europe, amis anglais, vous y êtes bien, notamment par le football. Moi, en tout cas, j'ai envie que vous restiez. Bon, écoutez, ça c'était évidemment en référence à la victoire hier. Exactement, de Tottenham. Sur l'Ajax. Absolument. Hassen, vous, c'est un coup de gueule? C'est un coup de gueule assez particulier puisque j'ai, on va dire, publié une tribune dans 20 minutes il y a de cela 24 heures sur le Conseil présidentiel des villes dont s'est doté Emmanuel Macron le 22 mai dernier à la suite de l'abandon du rapport de Jean-Louis Borloo. Et donc moi j'en demande la suppression puisque j'ai l'impression que ce Conseil présidentiel des villes est un alibi et que ça paralyse totalement la vraie discussion avec les vrais experts en territoire, des personnes concernées et qui connaissent le sujet. Donc on ne sait pas sur quels critères dans ce Conseil présidentiel des villes les personnes ont été choisies, sur la base de quoi et leur qualité d'expertise et donc l'opacité qui entoure ce conseil. Donc c'est un machin qui coûte cher et dont on ne sait pas bien ce qu'il fait. Ça coûte pas forcément cher parce que cette instance elle est bénévole il me semble et que c'est à titre consultatif, mais en revanche ça bloque, j'ai l'impression, la discussion et ça met on va dire un étage de plus dans ce qui est déjà extrêmement complexe sur la question de la politique de la ville et des quartiers, des 1500 quartiers de la politique de la ville. Judith, il faut juste rappeler que est membre de ce Conseil des villes, en particulier Yacine Bellatar, que vos auditeurs doivent connaître et avoir entendu parler. Oui. Alors moi, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est un coup de fou rire. Quand j'ai découvert l'affiche du mouvement des jeunes écologistes, alors je vous la lis, elle est très courte, c'est 3 phrases. 19e siècle, le socialisme. Non, je me suis trompée en plus. 19e siècle, le communisme. 20e siècle, le socialisme. 21e siècle, l'écologie. Alors je trouve ça formidable de placer l'écologie au même niveau que le socialisme et que le communisme qui nous ont fait tant de bien. Voilà, donc mais cela dit, l'affiche de Nathalie Loiseau est assez ratée également. Dans un autre genre, elle est un peu moquée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça fait un peu film de cinéma en fait, j'ai l'impression. Oui, que les noms sont écrits sur le bas en petit et ils sont tous... parce qu'ils ont enterré la Renaissance, hein, parce ils ont fait remonter la République en marche et ils ont redescendu la Renaissance. Quelqu'un a dit que ça lui faisait penser à l'affiche pour un EHPAD, l'EHPAD de Lila par exemple. L'EHPAD, oui, il y a eu aussi un parallèle avec les ch'tis, l'affiche des ch'tis, il y a eu plein de détournements. Je vous donne la parole, Paul, dans un instant. On reste avec Nathalie Loiseau qui, alors moi, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, coup de cœur ou un fou rire aussi, qui va se recueillir au Panthéon sur la tombe de Simone Veil. Je trouve que cette
cette récupération est tellement... Enfin, vous qui êtes communicant, Jackie, c'est ça. C'est dans le désespoir, on ose plein de choses. C'est vrai, quand j'ai vu la photo de Simone Veil dans la profession de foi de la REM, je me suis dit, on rappelle les grands symboles, et cette espèce de visite posthume avec une vingtaine de membres de la liste, c'est ça. Alors il y a son fils, il y a Jean Veil qui fait partie de la liste, mais qui est en 70e, oui, c'est ça, très loin, mais cette récupération est quand même... C'est une récupération qui marque le fait que cette campagne n'imprime pas, et on cherche à tout prix à faire oublier ce que les médias commentent tous les uns après les autres. C'est que la candidature de Nathalie Loiseau ne marche pas, et elle est en train de remplir des anciens UDF, la liste Bellamy, puisqu'on la voit monter petit à petit. Et le président de la République qui s'investit de plus en plus, visiblement, qui s'investit dans la campagne. Paul, vous vouliez réagir sur... Oui, sur cet hommage. C'est surtout une sacrée démagogie, parce que Madame Veil a été l'une des figures du combat féministe pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce gouvernement, cette majorité, Monsieur Macron, lui, s'est opposé au niveau européen, on parle d'élections européennes, à une mesure qui, pour une fois, allait dans le bon sens sur le congé parental, qui aurait permis de l'allonger et de permettre à davantage d'hommes, de pères, de prendre ce congé. Et bien, pour une fois, l'Union européenne allait dans le bon sens. Et c'est M. Macron qui a empêché, parce que les autres pays en Europe étaient d'accord pour le faire, à empêcher cette mesure de voir le jour. Alors Paul, votre coup de gueule ? Moi, il concerne les enseignants, parce que on est dans un moment quand même tout à fait particulier avec le macronisme. Au fond, je crois qu'il se caractérise par son autoritarisme. C'est devenu, on n'est plus dans un tournant autoritaire, on est dans une phase autoritaire, et cet autoritarisme, il s'exprime aussi contre les gilets jaunes, contre les manifestants, contre les oppositions, contre les enseignants. Peut-être que vous vous rappelez qu'au début de l'année, il y avait ces évaluations imposées par Monsieur Blanquer dans le premier degré, nouvelles, des enseignants ne pouvant pas, dans des conditions bonnes, les mener, avaient renoncé à les faire. Ils avaient été très sévèrement menacés de sanctions. Et puis là, on voit ces derniers jours des professeurs, des directeurs d'école aussi menacés en raison du fait tout simplement qu'ils expriment une opposition à la politique qui est conduite, à la réforme Blanquer qui s'avance, qui est en train d'être discutée au Sénat. Il y a dans ce gouvernement vraiment une incapacité à comprendre que les fonctionnaires, bien sûr, ils sont des professionnels, ils ont un statut, ils ont des obligations, la neutralité, la laïcité, c'est essentiel dans l'école, mais ce sont aussi des citoyens. Et leur expression, en dehors de leur temps de service, elle doit être permise, elle ne doit pas être ainsi réprimée. Mais c'est sûr que l'expression doit être libre. Le devoir de réserve n'impose pas de ne pas parler à l'extérieur. On n'est pas à l'armée dans l'éducation nationale. Mais pourquoi est-ce que vous mélangez ça avec la question de l'évaluation ? Parce que c'est tout à fait nouveau de voir des enseignants par leur hiérarchie et donc par le pouvoir politique, parce que évidemment les inspections obéissent à des directives des recteurs et eux-mêmes au ministère de l'Éducation nationale, dans ces proportions, être dans une entreprise vraiment de répression de tous ceux qui, sur ces évaluations, indiquaient que pour des raisons pédagogiques notamment, ils ne pouvaient pas les mener dans des bonnes conditions. La liberté pédagogique, c'est aussi un principe qui statutairement est reconnu dans l'Éducation nationale et qui doit permettre aux enseignants de conduire leur mission. Ils le sont. Ça n'était pas contre les évaluations des enseignants qu'ils protestaient là, mais contre des évaluations d'élèves précipitées et organisées, encore une fois, dans des conditions qui mettaient les élèves en difficulté au moment même de les passer. Allez, on va reparler des fonctionnaires dans un instant. Un petit mot aussi sur Jean-Pierre Jeunet qui ne fera pas la suite d'Amélie Poulain. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non. Eh bien, il dit Paris est moche maintenant. Ce ne serait pas la même actrice. Bon, il dit ce serait trop. Donc, il ne veut pas tourner là parce qu'il dit que Paris est devenu moche. Alors, c'est peut-être parce qu'il a vu la suite par Étienne Châtilliès de Tanguy et qui s'est dit que autant Sylvester Stallone avait réussi à réussir les suites, mais qu'il n'était pas du tout arrivé Non, c'est pas la raison qu'il donne. Il dit non, je plaisante. Ça n'aurait pas à Paris maintenant, c'est si difficile de tourner parce qu'il y a des chantiers partout. Car Paris est moche, donc je ne veux pas faire. Ça, oui. Et puis d'ailleurs, Anne Hidalgo les a revendiqués l'autre fois en disant je fais évoluer la ville. Elle a même, je crois, à une question d'un auditeur sur une antenne concurrente, rehaussé de 150 le nombre de chantiers effectivement dans Paris, en lui disant vous êtes un peu en dessous de la réalité. Écoutez, dire que Paris est moche, très honnêtement, dire que Paris est en chantier, oui, évidemment. Si on va à Porte de Clichy et ceux qui y vont tous les jours, c'est un désespoir. Oui. Mais dire que Paris est moche, des migrants, très honnêtement, c'est une ville qui, comme toutes les villes, vit... nous, on est plutôt à l'ouest de Paris, et si vous faites le trajet, vous vous rendez compte que tous les quais du 15e sont en travaux. Oui, mais ils ont été tous refaits, ils sont superbes. La rue Rivoli. Oui, mais ça a été totalement refait. C'est vrai qu'après, bon... Ça n'a pas été refait.
fait. C'est en train d'être fait. Ça fait un an que ça dure. Donc Paris est moche en ce moment. Alors peut-être que ce sera beau après. Paris est une ville qui... Imaginez cette même conversation en disant « Cher monsieur Haussmann, votre ville est absolument atroce, c'est tout et n'importe quoi ». Oui, c'est sûr. À l'instant T, on peut dire ça. Maintenant, moi qui vis sur une partie pas très loin des quais, quand je vois avant ce que c'était et aujourd'hui ce qu'on est arrivé à faire, mais avec Paris et avec les villes alentours, donc cette notion du Grand Paris est importante. Les travaux, c'est casse-pied. Et une fois que ça a été fait, regardez les tramways, la manière dont on les a installés. On est arrivé à diversifier l'offre de transport public. Et bien aujourd'hui, après 10 ans et peut-être 3-4 000 euros de pneus à changer sur ma voiture à force que les clous tombent des camions, je me dis que ça a vraiment de la gueule et je suis content que mes enfants habitent là, vous voyez. Donc, Allez, on va se retrouver dans un instant, on va parler de beaucoup de choses, des fonctionnaires, des hôpitaux et donc de ce fichage des blessés lors des mouvements sociaux. À tout de suite. Sur grandfrais.com. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi en direct, 0826 300 300. Des médecins signent une tribune aujourd'hui dans l'Express, des médecins qui réclament la fin du fichage des blessés lors des manifestations de Gilets jaunes. C'est le Canard enchaîné qui avait révélé l'information. Et parallèlement à cela, alors c'est un sujet qui est assez vaste, qui concerne donc à la fois ce fichage qui a indigné les médecins, et puis en même temps, on peut le mettre en rapport avec les déclarations de Gérard Collomb ce matin, qui parlait de Christophe Castaner en disant qu'il commettait un certain nombre d'erreurs, qu'il n'était effectivement pas très habile et qu'il fallait qu'il fasse attention. Donc est-ce que tout ça, ce fichage, comment vous l'avez compris, vous, ce fichage des blessés Gilets jaunes? Donc la justification, c'était dans l'intérêt des familles, mais ça a été fait de façon quand même inappropriée. Je rappelle juste que les médecins ne doivent pas, par exemple, signaler les blessés par balle. On pourrait penser que c'est obligatoire, mais non, pas du tout. Il faut protéger les patients et respecter le secret médical, y compris dans le cas de blessures par balle ou par arme blanche. Donc on a en France une conception du secret médical qui exclut totalement de signaler des manifestants au ministère de l'Intérieur. Point final. Et face à ça, j'ai trouvé la défense et de la PHP et du ministre assez incompréhensible, parce que la PHP a commencé par plaider l'erreur. Agnès Buzyn a réfuté ce fichage. Oui, non, ils ont commencé par plaider l'erreur. Ensuite, ils ont dit que c'était faux. On en est là. Ouais. Et donc ce fichier, donc CIVIC, système d'information pour le suivi des victimes, qui a été mis en place après les attentats de 2015, a été détourné donc par l'administration hospitalière suite au mouvement des Gilets jaunes et au nombre de blessés qui sont arrivés aux urgences. Ouais, ça, c'est extrêmement choquant qu'un fichier mis en place dans des circonstances extrêmement graves soit utilisé à des fins de fichage politicienne, sécuritaire sans doute. Mais cette décision, elle a aussi des conséquences graves. Moi, je sais que certains ont renoncé, blessés dans des manifestations, par exemple le 1er mai dernier, où des affrontements violents ont eu lieu, ont renoncé à se rendre à l'hôpital par peur d'être fichés. C'est pour ça que les médecins ne signalent pas les blessés par balle. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le secret médical, c'est un principe fondamental. Donc voilà, ça porte atteinte à l'éthique professionnelle des médecins. Ça porte atteinte à des principes fondamentaux de liberté publique. Ça porte atteinte à la santé de ceux qui peuvent être blessés dans le cadre d'une manifestation. Donc c'est une mesure extrêmement grave, lamentable, avec encore une fois ce parfum de mensonge, de dissimulation, puisque vous l'avez rappelé, il y a eu ces tentatives d'abord de nier une réalité qui ensuite, je crois par le Canard enchaîné, a été finalement révélée. Donc on est encore dans cette dérive du gouvernement qui, une fois de plus, porte atteinte à ce qui est au cœur d'une démocratie. Oui, Jackie Isabello. Écoutez, dans un pays qui a vu naître la CNIL, et pour de nombreuses fois avoir vu cette administration surjouer la protection des données en nous faisant croire qu'on était quasiment une filiale de l'URSS ou de Singapour, dans un pays qui a institué quelque chose qui est en train de faire des petits, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données, le RGPD, croire que quelqu'un a construit un fichier qui tendrait à dénoncer des gilets jaunes, en tout cas si c'est vrai, ce que honnêtement, je le vois pas comme ça en France. Mais si c'était vrai,
c'est clair qu'il faut qu'il y ait des têtes qui tombent. Parce que ce que disait Judith à juste titre, bon, on peut aller jusqu'à se demander quel est le niveau de secret médical. C'est vrai que personnellement, voir que quelqu'un qui a pu aller faire un braquage dans une banque et qui s'est pris une balle et que l'institution hospitalière ne va pas signaler, ça demande débat, et c'est pas le débat du jour, mais c'est le cas aujourd'hui en France. Donc on a une surprotection par rapport à d'autres pays, mais croire qu'on aurait pu faire ça en France, moi j'y crois pas 2 secondes. Et en tout cas, si c'est vrai et qu'on trouve la personne, il y a des têtes qui vont tomber. Mais vous dites que ce fichier n'existe pas ? Non, je dis que je n'arrive pas. Alors à ce stade, vous savez, après ce qui s'est passé la Salpêtrière et tout ça, je dis enquêtons, mais si on est arrivé à faire ça en France, eh bien c'est évident que des têtes vont tomber, et je serai le premier soutien. Celle de... Alors honnêtement, je ne veux pas extrapoler, j'en sais rien aujourd'hui, mais je ne vois pas comment c'est possible. Il est précisé que ce fichier n'a pas été partagé avec le ministère de l'Intérieur, mais on se demande à quelle fin ce fichier a été établi. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de répertorier ces victimes, Hassen ? Mais moi, je me demande si c'est pas une comptabilisation, j'ai envie de dire, du nombre de gilets jaunes, tout simplement, blessés dans les manifestations. Alors, est-ce que c'est un manque d'explication de la part du gouvernement, encore une fois, et donc qui a abouti à une polémique où on imaginerait que ces personnes sont fichées à d'autres fins que celui-ci? Moi, je pense que c'est pour défendre des chiffres qui sont tout le temps donnés dans les manifestations, où on explique qu'il y a eu tant de blessés ou tant de blessés. Je pense que ils doivent peut-être tenir une comptabilisation, mais je n'imagine pas autre chose de ce fichier, en fait. Oui, mais alors on a Lionel en ligne qui voulait réagir. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute. Oui. Écoutez, moi je partage un peu le dernier avis, là, c'est-à-dire, mis à part un fichage entre guillemets du nombre de blessés effectifs dans les manifestations, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Maintenant, on est quand même confronté de plus en plus à une augmentation de nos pertes de liberté. Alors c'est vrai qu'on se les fait grignoter petit à petit. En Chine, ils sont beaucoup plus, par exemple, drastiques, mais finalement, on tend à arriver vers ce genre de choses. Les micros dans les rues, on vous dit que c'est juste pour écouter les bruits. Ouais. Et en fait, on perd un petit peu de liberté pour un peu de sécurité. Franklin disait qu'un peuple qui est prêt à ça finit par perdre les deux. Parce que finalement, on se dit que oui, bon, c'est juste un petit peu de sécurité. C'est juste un fichier pour compter le nombre de blessés. C'est juste des micros pour entendre ce qui se passe dans les rues. Mais petit à petit, finalement, on se rend compte que avec les réseaux sociaux, avec les caméras qui sont mises dans les villes, avec toutes ces mesures et tous ces outils, on se rend compte qu'on arrive quand même à un fichage assez global. Je dis pas du tout que c'est Big Brother, bien loin de là. Mais par contre, en Chine, on y est à Big Brother. Et qu'il faut arriver un jour à ce que, pour être un bon citoyen, il faut se comporter très correctement, sinon on se fait ficher sur des listes, et après on n'a plus accès à une part de la société, comme en Chine. Moi, personnellement, c'est une société qui ne me convient pas. Alors maintenant, effectivement, si c'est vraiment un fichier qui a été établi pour ficher les gens, entre guillemets, il va falloir vraiment parler au conditionnel, parce que pour l'instant, c'est pas sorti, mais si c'est vraiment ça, effectivement, des têtes doivent tomber, et la tête de Castaner en priorité, puisque de toute façon, Oui, enfin là, en l'occurrence, on ne sait pas, non, c'est plutôt, ça concerne plutôt la PHP, l'assistance. C'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est l'hôpital, c'est la ministre de la Santé éventuellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, Christophe Castaner n'est pas. Alors c'est lui qui a donné. Enfin là, c'est pas établi, mais ça concerne l'hôpital. Je peux juste donner un pas exemple, le ministre de l'Intérieur. Valérie. Oui. Moi, je suis employeur depuis 25 ans et un jour, j'ai fait une formation dans une organisation patronale et le formateur nous a dit voilà, on va faire un test anti-discrimination. Et alors, on a parlé de nos façons de fonctionner, de recruter. En disant qu'on faisait très attention, l'égalité, les minorités, etc. Et en fait, on s'est fait attraper plein de fois en disant, là, vous êtes dans un cas de discrimination. C'est-à-dire, oui, si vous mettez un âge, qu'on vous ça, on n'a pas le droit. Et on a découvert 30 cas. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais ce que je veux dire, et ça va un peu dans votre sens, c'est qu'en étant des patrons qui vous laissent former pour essayer d'avoir des méthodes louables, on s'est aperçu qu'on faisait plein de bêtises. Est-ce que dans cet hôpital, ils ont compté, parce qu'on voit pas comment des infirmières, des infirmiers, des médecins auraient pu faire comme ça, revenus 50 ans ou 60 ans en arrière, à vouloir livrer des gilets jaunes à la vindicte de gens qui les auraient enfermés dans des vélodromes d'hiver. Vous voyez, je vois pas comment c'est possible, très honnêtement. Donc une maladresse, parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'illégal, qu'après avoir affirmé un retour sur expérience, on leur aurait dit non mais attendez, vous pouvez absolument pas faire ça. Si ça a été fait sciemment, alors là... On va y revenir dans un instant. On marque une pause. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a été fait
exprès ou est-ce que c'est une erreur? À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 0826 300 300. Nous parlons de ce fichier qui a été ce fichage de blessés lors des manifestations de Gilets jaunes qui a été établi dans certains hôpitaux. Une tribune aujourd'hui est signée dans l'Express par une centaine de médecins. Et Jackie Isabello, vous nous disiez que parmi ces médecins... Eh bien, un de vos confrères digne de ce nom qui vérifie ces informations, donc... un journal, comme on doit toujours les lire, précisait que le père de Julien de Normandie, médecin de son état, est signataire de cette tribune. Donc j'imagine que ce monsieur qui a fait de longues études et qui doit être très intelligent doit comprendre ce que ça veut dire de mettre son patronyme en bas d'une tribune lorsqu'on est père de ministre. Oui, la question qu'on se posait avant la coupure, c'est de savoir est-ce que ça a été fait de façon volontaire ou est-ce que c'est une erreur. Alors on a en ligne avec nous Joseph. Bonjour Joseph. Oui Valérie, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Bonjour. Alors je vais faire court parce que bonjour. Je vais faire court parce que vous avez beaucoup débattu sur ça. Alors moi en 2 mots. Bon, moi je suis contre, effectivement, pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes... Alors moi je suis un gilet jaune, hein, vous me connaissez sur le plateau, je suis intervenu. Voilà. Et c'est un droit, on a le droit de manifester. Voilà, c'est un droit qu'on emprunte. Aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui ont été blessées. De là, de les fichiers, moi je suis contre parce qu'on n'est pas en temps de guerre, nous on est des pacifiques. Maintenant, moi je renvoie la balle à notre gouvernement. Pourquoi ils ne fichent pas plutôt les forces de l'ordre qui frappent volontairement certains de nos citoyens, puisqu'il y a des vidéos à l'appui concernant ça. Je pense que ça serait plus judicieux pour eux de savoir qui vraiment fait du tort ou du mal, mais de là à nous ficher, je pense qu'on est déjà fiché dès notre naissance. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent avec tout ça. Enfin voilà, moi j'ai que ça à dire, je suis outré encore une fois des agissements de notre gouvernement et tous les jours je vois qu'il y a une incohérence entre ce gouvernement et nous, le citoyen. Voilà, tout simplement. Merci Joseph d'être intervenu. Paul Vanier, moi je ne crois pas du tout à l'erreur et je vais essayer de ne pas tomber dans la conspiration, dans une explication confuse, mais une politique, il faut toujours essayer de la comprendre dans sa globalité. Et ce fichier, il a été mis en place au moment où le gouvernement a fait passer au Parlement une loi que lui appelle la loi anti-casseurs, que moi j'appelle la loi anti-manifestants, dans laquelle un article qui heureusement a été censuré par le Conseil constitutionnel permettait au préfet d'interdire de manifester un individu. On sait que quand le préfet prend ce type de décision, il le fait sur la base, par exemple, de ce qu'on appelle les notes blanches des services de renseignement. C'est des notes qui ne sont pas signées, qui ne sont pas sourcées, simplement qui remontent vers l'autorité préfectorale de la part des services de police et qui conduisent à prendre une décision. Et bien un fichier comme celui-là, j'en suis certain, aurait pu nourrir ce type de notes et aurait pu conduire des gilets jaunes identifiés comme tels parce que blessés à ensuite être interdits de manifester. Donc je crois que c'est là encore un dispositif qui est attentatoire à des libertés publiques et qui est une partie d'un tout, celui d'une politique autoritaire, répressive, qui met en cause, votre auditeur le disait, des libertés fondamentales. Il faut juste préciser, juste une précision. La censure du Conseil constitutionnel ne porte pas sur le principe de manifester, de permettre à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, d'interdire à quelqu'un de manifester. Il porte sur les modalités, parce que ce texte n'était ni fait ni à faire. Il a été complètement bricolé dans la précipitation. Et d'ailleurs, dans sa décision, le Conseil constitutionnel livre un mode d'emploi pour inciter le gouvernement à représenter cette interdiction par le préfet de manifester en disant comment elle doit être bornée. Parce que le juge ne pouvait pas intervenir dans des délais suffisants, ce qui revient en dernière instance parce que les critères à laisser au préfet la haute main sur cette décision. Parce que les critères étaient délirants. Oui. Alors on s'accorde aujourd'hui pour dire que de ce point de vue-là, c'était attentatoire à des libertés, que ça renforçait le pouvoir administratif au détriment. Il faut rappeler encore une fois que ce fichier existait. Il n'a pas été créé spécifiquement au moment des Gilets jaunes. Il a été créé au moment des attentats pour justement une organisation quand il y a un très grand nombre de victimes. Et aujourd'hui, les craintes de ces médecins qui signent, c'est que ces fichiers ne soient partagés, ne soient exploités politiquement ou judiciairement. Je crois qu'avant d'essayer de donner une explication quelconque à toutes les possibilités, parce que là aujourd'hui, comme on n'a pas d'explication de la part du gouvernement, ça peut laisser, et c'est toujours ça avec le gouvernement Macron, et c'est ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément de temps à réagir sur des polémiques pareilles qui sont aussi importantes. Donc ça laisse la possibilité d'imaginer tout et n'importe quoi sur l'utilisation de ce fichier. C'est ce qui est malheureux. Moi je pense...
je veux croire encore que ce fichier est utilisé en tout cas une simple comptabilité et non pas une utilisation quelconque malveillante ou malvenue en tout cas. Pour aller plus vite, il faut demander à Christophe Castaner qui, dans l'ensemble, réagit assez vite. Peut-être trop vite. Avec sa photo. Je rappelle Gérard Collomb qui dit quand on est ministre de l'Intérieur, on n'est pas obligé de communiquer tous les jours. C'est vrai. Alors c'est marrant parce que notre ami Gérard Collomb, qui est quand même, quand il est arrivé au gouvernement, en a fait quelques-unes assez belles. Rappelez-vous, lors de l'attentat de Manchester, le ministre de l'Intérieur s'était permis de révéler des éléments de l'enquête, qui est quand même un acte assez, on va dire, quasiment répréhensible, puisque là, en plus, il empiète sur les prérogatives d'un État étranger. Eh bien, aujourd'hui, il vient donner des leçons. Alors, il se hollandise un peu, apparemment. C'est vrai que c'est une marque de fabrique des anciens socialistes de venir donner des leçons. Je pense que ça, en plus, c'est l'absence de parcours au pouvoir de ces ministres, le fait qu'ils soient arrivés du jour au lendemain à des postes comme celui du ministère de l'Intérieur, fait que, je pense, il y a un manque de savoir, de se comporter dans la mission qui est la leur. Puisque tous les ministres de l'Intérieur jusqu'à présent avaient quand même connaissé la machine de l'État et savaient comment ça fonctionnait à peu près. Ils connaissaient un peu la police pour la plupart d'entre eux. Exactement. Normalement. René est en ligne avec nous. Bonjour René. Oui, bonjour à tous. Bonjour. À tous. Oui, écoutez, ce dossier ne fait qu'augmenter le malaise qui s'était créé avec l'affaire Benalla, et on peut se poser beaucoup de questions sur la volonté de l'entourage, d'un certain entourage de la présidence, de créer une espèce de police politique. C'est l'interrogation. Voilà ce que je voulais dire simplement ce matin sur Sud Radio. Écoutez, merci. Ça va dans le sens de ce que pensent pas mal de nos auditeurs. Parlons des fonctionnaires. Donc, vous le savez, aujourd'hui, il y a un préavis de grève qui a été lancé donc, pour la journée d'aujourd'hui. L'ensemble des syndicats appellent à la grève. Je ne sais pas où ça en est. Vous avez des infos, Paul, aujourd'hui, contre le projet de loi de réforme de la fonction publique qui promet de moderniser le statut. Donc, hier, encore une fois, on a évoqué la question des fonctionnaires et beaucoup d'entre vous nous ont dit on n'est pas des feignants, on bosse dans des conditions difficiles. Il y a une sorte d'amalgame qui est fait. Tous les syndicats rejettent le projet de loi qui est accusé de transformer le milieu public pour l'aligner sur le privé. Oui, parce qu'il propose notamment de recruter massivement des contractuels dans la fonction publique, des contractuels, c'est-à-dire des contrats courts. Dans l'éducation nationale, par exemple, ils sont de plus en plus nombreux, les collègues contractuels. Ils ne savent pas d'une année sur l'autre s'ils vont être renouvelés. Ils sont moins bien payés. Puis ils sont aussi pas formés. Donc c'est aussi la qualité du service public qui est en cause lorsqu'on recrute sous ces modalités. Vous savez, le président de la République a annoncé un objectif d'amener le nombre d'élèves par classe à 24. Pour cela, il faudrait recruter 10 000 enseignants dans le premier degré jusqu'à la fin du quinquennat. Et vous savez qu'il a dans le même temps l'objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Quand on regarde les concours de professeurs du premier degré, on voit que d'une année sur l'autre, depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, le nombre de postes ouverts diminue. Cette année, c'est moins 1000 postes. Alors comment créer 10 000 postes en même temps qu'on supprime des postes au concours? Eh bien, en recrutant des contractuels. Donc, quand M. Blanquer vous dit « je vais amener à 24 le nombre d'élèves par classe », il vous dit que les professeurs de vos enfants, demain, ne seront pas formés, seront précaires et seront jetables comme des mouchoirs, malheureusement, parce que, un contractuel, quand son contrat arrive à son terme, il peut ne pas être renouvelé. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Si on parle d'enseignement, est-ce que c'est pas déjà le cas depuis très longtemps? Il me semble, faudra vérifier mon chiffre, mais qu'aujourd'hui, on est à 7% de contractuels dans l'éducation nationale. Dans certaines académies, comme l'Académie de Créteil, on est beaucoup plus, 20-25%. Dans certaines disciplines, les mathématiques, par exemple, on est encore à davantage. C'est une évolution assez récente. En tout cas, elle est délétère pour les personnes concernées, parce que ce sont des emplois précaires, et puis pour la qualité, encore une fois, du service public. Oui. C'est un vieux débat, le statut des fonctionnaires. On est l'un des pays d'Europe où on a le plus de fonctionnaires. C'est une vérité, où on a le plus de guichets. Aussi, peut-être qu'après, sur certains territoires, ils sont mal employés. Moi, je viens d'un certain nombre de territoires sinistrés dont on a besoin justement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de guichets dans certains quartiers de la politique de la ville. C'est pour ça. Il en manque. C'est pour ça que moi, je dis à certains territoires, il faudrait qu'on ait, on essaye d'avoir des fonctionnaires efficaces, formés, etc. Mais c'est un vieux débat. Cet après-midi, il y a une manifestation, il me semble, unitaire sur la question. Et en même temps, le président de la République a fait une annonce que cet été, visiblement, il va arbitrer en disant, il va stopper possiblement la suppression d'un nombre de fonctionnaires. Je crois que c'était 120 000, c'est ça, d'ici 2022. Oui. Et aujourd'hui, après les annonces, ces fameuses annonces, il dit qu'il pourrait en tout cas y mettre
Une parenthèse. Le fait d'être sous contrat ne veut pas forcément dire que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne plus mal. Je rappelle que l'armée l'armée qui est quand même la fonction régalienne par excellence, utilise énormément de contractuels et il se trouve qu'ils sont plutôt mieux traités que des fonctionnaires dans d'autres branches et notamment les enseignants. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, il y a un problème spécifique et là j'aimerais bien... Il y a fonctionnaires, est-ce qu'on peut dire qu'il y a fonctionnaires et fonctionnaires? En fait, non, parce qu'ils sont tous, par exemple, mal payés. Hein. Le gel du point d'indice depuis 2010, ils ne bossent pas tous de la même manière. Pardon, ils sont mal payés en bas. Judith Vintraub. Et ils sont très bien payés. En haut, plus on monte... Est-ce que je peux juste donner une information aux auditeurs? Depuis 2010, le point d'indice est gelé dans la fonction publique. On a nombreux auditeurs qui nous le disent. De façon très concrète, ça veut dire que tous les fonctionnaires ont perdu l'équivalent d'1 mois de salaire par an de pouvoir d'achat. Donc, je crois qu'ils sont d'ailleurs aussi maltraités que le reste de la population. Les Gilets jaunes le disent, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Il concerne toutes les catégories de travailleurs, y compris les fonctionnaires. Moi, je rejoins Valérie sur l'aspect du il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Le fonctionnaire qui va travailler auprès de nos enfants, bien évidemment, c'est un sujet d'une première importance. Mais après, il est vrai que à travail égal dans le privé, il y a un certain nombre, on va dire, j'ai envie de dire, si ce n'est pas de privilèges, mais en tout cas, il y a une incompréhension entre celui qui est dans le privé et celui dans le public. Il y a des écarts qui sont pas compréhensibles. Bien sûr, pour une partie de la population qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que il y a encore... Je vais juste donner l'exemple de ce gilet jaune, Monsieur Barnaba, qui est resté 10 ans en disponibilité. Alors, c'est pas de sa faute, mais... Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut payer 10 ans? Justement, ça rejoint l'information que je voulais donner. Il y a une autre question à l'éducation nationale. Malheureusement, la dernière étude est vieille, elle date de 2012. Sur 837 000 professeurs, vous en avez 92 000 qui ne sont pas devant les enfants, qui ne sont pas chargés des classes. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, bien sûr, il y a les absences, les congés maladie, etc. Mais il y en a qui sont totalement hors circuit. Ils ont disparu des radars. Donc, en tout cas, moi, ce que s'intéresse en plus en local, parce qu'il y a toutes les collectivités en local. Quand vous prenez par exemple la région PACA, quand vous prenez un certain nombre de régions où vous apercevez que durant les exercices par des présidences successives, le nombre de fonctionnaires augmente sans réelle raison, puisqu'en face le service est le même, la chose marche pas mieux. Mais en tout cas, on augmente le nombre de fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires a doublé 2 fois plus vite que la population depuis les années 70. On a un auditeur qui dit il y en a trop, ils sont mal payés. Mettez-en des vrais, efficaces, payez-les bien. La machine à café est le bureau principal des fonctionnaires. Bon, après, il y a ils sont mal payés parfois et on a raison. Est-ce que la question à se poser, c'est de ne pas négocier avec les syndicats, et c'est ce qui va être fait in fine, pour supprimer définitivement ce statut qui a des externalités, comme disent les économistes, qui sont dramatiques. C'est quoi une externalité? C'est-à-dire que c'est un impact suite à une mesure qui a été mise en place. Regardez les professeurs, on est tous d'accord que quand on a Bac plus 5 et Bac plus 6, prenons l'exemple des profs de sport, pour revenir à mon thème de prédilection. Ils sont Bac plus 5, Bac plus 6, ils ont fait 1 ou 2 années de médecine en démarrant et ils émargent à 1300 balles par mois net quand ils commencent leur carrière pour arriver à 1700 ou 1800 au bout de 10 ans de carrière, ce qui est un scandale. Parlons des infirmières, on est d'accord. Mais l'éducation, on va pas revenir sur les théories de l'émancipation, mais c'est très important. Et donc, que parfois, quand on a besoin d'avoir des bons profs qui ont 30 ans d'expérience dans des endroits où on veut muscler les territoires, on les fait venir avec de l'argent, on les fait pas venir avec des belles promesses. Deuxième point, là où l'État a été, mais... allez, je ne vais pas employer un terme, n'a pas été à la hauteur, c'est que quand vous êtes contractuel, quel est le problème? C'est pas que vous soyez contractuel, c'est que quand vous allez voir votre banquier, vous êtes incapable d'obtenir un prêt. C'est le problème de la précarité de l'emploi, comme les CDD. Qu'a fait l'État? Est-ce qu'elle a créé une agence qui est capable de garantir les emprunts de ces fonctionnaires qui sont précaires parce qu'ils sont CDD? Elle a été incapable de le garantir. Et c'est une demande qui a été faite de manière récurrente par tout un tas de gens qui, notamment dans les cabinets ministériels, ont vécu cette situation. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés contractuels dans des cabinets et ils sont allés voir leur banquier et ils n'ont pas pu obtenir de prêt. Sur ce point-là, c'est un aspect très concret. L'État n'a pas pu évoluer. Donc,
Je crois qu'il faut vraiment ça, tout casser. C'est le problème général des CDD, que ce soit du public c'est exactement ou du privé. Ça, c'est le public et le privé, parce que quand on est contractuel, et on le voit bien dans l'armée, on peut être très très bien traité, et ça peut convenir à tout un tas de gens. On a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Moi, à mon avis, c'est la réforme qu'on a besoin, c'est sur le tertiaire. On a besoin d'agents de terrain, de profs, d'accueil, de balayeurs, enfin ceux qui nous aident dans la vie de tous les jours. Et il faut voir que pour un agent productif, on active au choix, voire tous ensemble, le rectoral, le ministère, le conseil régional, le conseil départemental, la mairie, une communauté de communes, une commission Théodule parce qu'il en faut une. Et puis enfin tout un panel de gens qui, à mon avis, ne sont pas au SMIC, donc qui nous coûtent quand même très très cher. Et c'est sur ce secteur-là qu'il faut corriger. Ça peut être un redéploiement de ce personnel. Moi, un directeur de cabinet qui vient balayer ou nettoyer la salle du bloc opératoire, c'est pas un problème. C'est ça qu'il faut corriger, c'est soit un redéploiement, soit réduire les étages. On va y revenir, on va réagir à ce que vous venez de dire. On marque une petite pause sur Sud Radio et on rediscute de tout ça avec vous. 0826 300 300, à tout de suite. Votre santé, évitez de clignoter. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct avec vous. Nous parlons des fonctionnaires, les fonctionnaires qui aujourd'hui sont en grève. En tout cas, il y a un appel à la grève par l'ensemble des syndicats contre le projet de loi de réforme de la fonction publique. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On en parle avec vous et on est en ligne avec un auditeur, Eric, pardon. Oui. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis fonctionnaire d'État. Oui. Récemment, j'ai passé un concours pour être du grade supérieur. Finalement, comme je change de catégorie, je perds quand même 470 € par mois de prime. Donc je toucherai l'année prochaine, mais pendant un an, j'ai 470 € de prime à moins. Et quant à la revalorisation du point d'indice, quand on fait une revalorisation de quelques pourcentages, enfin quelques dixième. Oui, un dixième. Celui qui est en bas, celui qui a 400 points d'indice sur sa fiche de paye, ça lui fait quasiment rien à la fin du mois. Tandis que les hauts fonctionnaires qui sont à 1500 points par mois, là, ça commence à se connaître. Il vaudrait mieux rajouter à tout le monde 10 points, ou 5 points d'indice. Et au moins, ceux d'en bas, on pourrait s'acheter peut-être un steak de plus par mois. Et ceux d'en haut seraient augmentés quand même. Mais c'est une meilleure, en gros, c'est une meilleure répartition. Oui, c'est une meilleure répartition, oui. D'accord. Parce que, je suis d'accord, le point d'indice n'a pas augmenté, mais... Mais vous êtes un certain nombre à dire cela. Patrick nous dit maire, interco, département, région, député, sénateur, député européen. Ça en fait des postes et des DIRCAB et des chauffeurs et des secrétaires. Alors beaucoup sont contractuels aussi. Il n'y a pas que des fonctionnaires. Il y a des chargés de mission, etc. Mais je pense que dans les commentaires que tu as pu recevoir, il y a des choses il y a des vérités. Et notamment le fait que sur certains territoires, il y a une mauvaise répartition du nombre de fonctionnaires. En Meurthe-et-Moselle, on n'a personne. Exactement. Et il faut rajouter à ça le fait que le gouvernement vient d'annoncer les 500 maisons France qui vont être déployés sur des territoires en difficulté. Là aussi, ça veut dire qu'il va y avoir un redéploiement du nombre de fonctionnaires sur ces territoires. Moi, je pense qu'il faut justement, parce que il y a tous ces fonctionnaires directement liés à... soit engagés ou soit redéployés. Est-ce que c'est du redéploiement ou est-ce que ce sont des Emmanuel Macron a parlé de déconcentration, donc normalement c'est du redéploiement. Mais c'est vrai que l'un des problèmes, à mon avis, c'est l'uniformité. Prenez Jean-Michel Blanquer veut réduire toutes les classes à 24. Mais il y a des quartiers, il y a des endroits où on peut très bien faire classe à 30, voire à 35, voire à 40. Comme moi, quand j'étais à l'école, on était 40 par classe. En revanche, il y a des quartiers où 24, c'est presque trop. Donc il faut une politique beaucoup plus fine d'ajustement. Il faut arrêter de ce centralisme, cette centralisation française qui fait que de Paris, on décide tout
pour tout le territoire. C'est forcément mieux d'être 24 que 40, non? Mais non, c'est bon pour la pédagogie, c'est bon pour tous les enfants, quel que soit le territoire. Oui, mais l'égalité républicaine, c'est un principe important. Il doit. Quand on commence l'assentiment à l'impôt, l'assentiment à l'impôt. Voilà, c'est toute la différence. Il s'agit d'enfants là. Il ne s'agit pas de leurs parents. Il ne s'agit pas de. Il ne s'agit pas de régler les inégalités dans ce pays ou les injustices sur le dos d'enfants qui devraient supporter d'être 30 ou 35 dans une classe en raison des écarts de richesse qui existent dans ce pays. Les enfants doivent tous être dans des conditions d'études et d'apprentissage qui sont optimales. En vertu de votre principe d'égalité, les enfants qui sont en telle difficulté que ça serait mieux qu'ils soient 12, vous êtes contre aussi. Ça sera 24 pour tout le monde sous la toise. Non, mais il faut de façon tendancielle partout baisser le nombre d'enfants par classe pour arriver à des niveaux qui permettent des apprentissages dans les conditions les meilleures. Mais le vrai problème du service public aujourd'hui, c'est les déserts de service public. Dans les quartiers, dans les zones rurales. Et de ce point de vue-là, la politique annoncée, elle ne va qu'aggraver la situation. Regardez, dans l'école, la proposition de Jean-Michel Blanquer des établissements publics des savoirs fondamentaux, en gros, du regroupement d'écoles primaires en zone rurale autour de collèges. Pour l'instant, on ne supprime que les directeurs dans ces écoles. Mais demain, est-ce qu'on ne supprimera pas l'école en elle-même au prétexte d'économie, au prétexte... Non, ça s'appelle décrypter une politique, sa logique, sa tendance. Quand on annonce encore une fois 120 000 postes de fonctionnaires supprimés, il va bien falloir les trouver quelque part. L'éducation nationale, c'est un fonctionnaire sur deux. Et donc, M. Blanquer, M. Macron vont supprimer des postes. Vous croyez? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas M. Macron et encore moins étant donné qu'il en a supprimé 5000 en 2 ans et demi, oui, je crois que... Je le crois sur parole quand il dit mais il a dit que la suppression n'était plus des 120 000, n'était plus un totem. C'est quand même absolument. Mais en même temps, la journée de grève aujourd'hui, elle porte sur le fait que le gouvernement souhaite qu'il y ait plus de contractuels. Modifier le statut donc, du fonctionnaire. Donc, il y a un moment, on ne va pas engager des contractuels et garder les fonctionnaires. Donc, on va vers une privatisation de certains services. Mais en tout cas, c'est quand même ce qui va se passer. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont sous statut aujourd'hui, comme pour la SNCF, on ne va pas modifier leur statut. Il faut quand même le dire aux gens, c'est pas ce qui va être fait, même si jamais on décide que demain, tous seront employés avec un contrat à durée déterminée, appelons un chat un chat. Mais pour donner un exemple, la politique syndicale aujourd'hui, pourquoi elle ne prend pas en compte ce que disait Judith? Je vous donne un exemple, c'est pas une histoire de revenus. 30 élèves, comme mon fils, dans une classe, je viens aider le professeur. 160 élèves comme ma fille dans une classe, ils peuvent être 380. Je veux dire, j'ai le même salaire, ma femme a le même salaire. Il y a des gamins qui sont compliqués. Quand il s'agit de faire du sport, ils peuvent être 800, il va se gérer tout seul. Quand il s'agit de travailler le français, eh bien, s'ils pouvaient être 4, ce serait mieux pour qu'ils réussissent. On ne parle pas d'effet de richesse. On vous dit qu'il y a des gamins qui sont plus ou moins bons ou qui sont plus ou moins en capacité d'apprendre et que le travail des syndicats et de votre expertise, c'est à nous de nous proposer des choses comme ça. Qui nous propose des choses comme ça aujourd'hui? On nous parle d'égalité à tout craint, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, personne. Tout le monde n'a pas la capacité de parler comme vous faites, de représenter vos concitoyens. Mais tout le monde est d'accord aujourd'hui pour aller vers une école à plusieurs vitesses. Oui, mais vos syndicats, c'est pas ce qu'ils font. Mais moi, je suis pas représentant syndical. Moi, vous les soutenez avec la France Insoumise. Des questions d'éducation à la France Insoumise. Non, nous portons un programme qui est un programme qui vise à garantir l'égalité de traitement de tous les élèves. Aujourd'hui, cette égalité, elle n'existe plus. Vous avez des écoles qui du point de vue des contenus, des conditions d'accueil. Mais justement, c'est pour ça qu'à la sortie, les écarts sont aggravés. Parce qu'à l'entrée, en effet, aujourd'hui, par exemple, prenez la réforme du lycée qui va rentrer en œuvre l'année prochaine, à la rentrée prochaine. Elle va conduire à ce que les enseignements, le contenu proposé dans un lycée et dans un autre, varient dans des proportions encore plus grandes que ça n'est le cas aujourd'hui. Pour parler de façon très concrète, il y a des enfants à plusieurs besoins. Certains élèves ne pourront pas accéder à certaines spécialités parce qu'elles ne seront pas proposées dans leur lycée ou dans les lycées environnants. Ça, de ce point de vue-là, vous creusez les inégalités plutôt que de les réduire. Mais si vous le faites, je vous assure, on peut rentrer dans le détail. Mais sur le nombre par classe, on ne peut pas dire que sur un certain nombre de territoires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une expertise qui expliquait aussi que le fait d'avoir moins d'élèves, ça marchait mieux. Oui, effectivement, dans certains territoires, partout, vous augmentez le nombre d'élèves avec le schéma dans lequel on est aujourd'hui
aujourd'hui, c'est-à-dire avec le nombre d'heures obligatoires donc à faire dans les écoles, puisqu'on n'est pas un système en Allemagne où les journées sont aménagées, c'est une vieille discussion. Et on n'a pas les meilleurs résultats en Europe, d'ailleurs, nous. Moi, je pense que si on monte si on monte au-delà de 20, moi j'ai peur que justement, par principe, le fait que celui qui est en plus en difficulté dans la classe, celui qui arrive moins que les autres, n'ose pas prendre la parole parce que le prof aussi n'aura pas le temps de donner du temps à celui qui est en plus en difficulté et tout. Et c'est quelque chose à prendre, ça, quand même. Mais encore une fois, on a parlé beaucoup des enseignants. La manifestation d'aujourd'hui concerne les fonctionnaires en général, puisque c'est une réforme de la fonction publique qui est en tout cas dans le viseur du gouvernement. Merci à tous les quatre, c'est fini. Mais je pense que c'est un débat qui pourra se reprendre et qui est un peu sans fin, effectivement. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.